Nouvelle semaine, mesdames, messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition environnementale. Voici les titres. Les déchets plastiques continuent d'envahir la ville de Lomé, causant la propagation des maladies. Malgré les efforts du gouvernement pour mettre fin à cette pollution, le mal persiste toujours. Le Togo ambitionne de valoriser sa richesse touristique, souvent méconnue. À cet effet, les autorités mettent en place des stratégies et des projets structurants afin de faire valoir son patrimoine naturel. Et puis les plus riches font déjà du mal à la planète. À peine l'année vient de commencer qu'ils ont déjà vidé leur budget carbone de l'année. C'est tout pour les titres. Mesdames, messieurs, bienvenue. L'utilisation des sachets plastiques continue de prendre de l'ampleur à Lomé. Malgré le décret interdisant leur utilisation, ces emballages plastiques envahissent les caniveaux et flottent comme des drapeaux accrochés à certains arbres. Cette situation dégrade l'environnement et entraîne des problèmes de santé. Suivant. Les plastiques non biodégradables nous servent certes au quotidien, mais leurs déchets ont des conséquences graves sur la santé humaine, animale et sur l'environnement. Afin de lutter contre la prolifération de ces déchets dans ces villes, le gouvernement togolais a mis en place un décret interdisant leur usage. Cependant, ces textes ne sont pas respectés par la population. La plupart des citoyens soulignent que ce décret n'a aucun effet sur la situation car il manque de la vigueur dans l'application des décisions. Selon Kokuelom Amegadje, directeur exécutif de l'ONG Les Amis de la Terre, ce décret aurait pu instaurer des mesures stratégiques pour coincer ses producteurs, mais l'utilisation des sachets plastiques ne cesse de se proliférer. La présence des déchets plastiques est une source de pollution et conduit à une prolifération de maladies. D'abord la pollution de l'eau et ensuite la pollution du sol. Pour rappel, en 2011, le gouvernement togolais avait voté un décret dont l'objectif d'amener les consommateurs à réduire leur consommation d'emballages plastiques non biodégradables et aussi parler de la gestion des emballages déjà utilisés. De 2011 à 2015, ce test avait fait l'objet d'une vaste campagne de sensibilisation qui a parcouru toutes les régions du pays. Selon des spécialistes en environnement, il faut entre 150 et 400 ans pour que les sachets plastiques que nous utilisons se dégradent. Il faut également prendre en compte l'effet néfaste des déchets plastiques sur la biodiversité, le climat, les nappes phréatiques, les émissions de gaz à effet de serre et l'empreinte carbone. Il y a certes des structures de collecte et de recyclage qui font un travail remarquable, mais beaucoup reste encore à faire. Selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, près de 400 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année et des estimations tablent sur une production qui dépasse les 600 millions de tonnes en 2030. Selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, près de 400 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année et les estimations tablent sur une production dépassant les 600 millions de tonnes en 2030. Seuls 9% de cette production est recyclée et 12% incinérée. Le reste se retrouve dans des décharges, des canalisations ou déversé en pleine nature. Le Togo, surnommé Afrique en miniature, regorge des trésors naturels et culturels qui font de lui une destination unique en Afrique de l'Ouest. Chaque région du pays offre une expérience touristique incomparable. Avec une stratégie ambitieuse et des projets structurants, le pays affirme sa volonté de devenir une destination phare en Afrique. Commentaire Honoré Kata. Le Togo, riche de ses paysages variés et de son patrimoine culturel unique, est souvent décrit comme l'Afrique en miniature. Pourtant, malgré ses atouts naturels, historiques et culturels, le pays peine encore à exploiter pleinement son potentiel touristique. Ce constat interpelle sur la manière dont le secteur pourrait devenir un modèle de développement économique et social dans un contexte où la compétition régionale s'intensifie. Si chaque région du Togo regorge des richesses, des Tata Samba du Koutamakou, aux plages de la région maritime en passant par le parc Fazao Malfa-Kaza, leur mise en valeur reste inégale. De nombreuses infrastructures touristiques demeurent sous-développées ou mal intégrées dans une stratégie nationale cohérente.
Ce manque de structuration freine l'attractivité du pays, tant pour le tourisme local qu'international, et limite les retombées économiques que ces sites pourraient générer. L'orientation récente du gouvernement visant à intensifier leurs efforts dans ce secteur soulève des interrogations sur les moyens déployés et les priorités établies. La suppression du ministère du Tourisme, remplacé par un haut commissariat dédié, traduit une volonté de redynamisation. Cependant, cette réforme doit s'accompagner d'une planification rigoureuse, incluant la modernisation des infrastructures, la formation des acteurs du secteur et une promotion efficace. Cette ambition ne pourra aboutir sans une implication accrue des communautés locales. Le tourisme doit être pensé comme un levier de développement inclusif permettant de valoriser les savoir-faire traditionnels et d'améliorer les conditions de vie des populations. Si le Togo parvient à concilier préservation du patrimoine et développement durable, il pourrait non seulement se positionner comme une destination incontournable, mais aussi inspirer une gestion plus équitable du secteur touristique dans la sous-région. L'environnement est au centre des préparatifs de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2025 et de la Coupe du Monde 2030. Le Maroc, pays hôte, a opté pour les énergies renouvelables et les pratiques éco-responsables en matière d'infrastructure. Ceci démontre la volonté du royaume à devenir un modèle de préservation de l'environnement. Rafetou Birikou. Le Maroc démontre une fois encore sa volonté de devenir une référence en matière de durabilité et de la préservation de l'environnement. Cela se manifeste par le choix des énergies renouvelables et des pratiques éco-responsables en matière d'infrastructures dans le cadre des préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et de la Coupe du Monde 2030. Pour accueillir ces événements d'envergure, le Royaume a lancé un ambitieux programme de construction et de modernisation de ces infrastructures sportives. Ce plan consiste à la rénovation des stades existants et la construction de nouveaux stades de nouvelle génération équipés de technologies vertes dans plusieurs villes. De nombreuses installations dotées de panneaux photovoltaïques sont prévues pour attirer parti de l'ensoleillement généré du pays et réduire leur dépendance aux énergies fossiles. Des infrastructures de transport seront mises en place autour des sites sportifs pour encourager l'usage de modes de déplacement moins polluants. La création de lignes de tramway, l'amélioration des réseaux et bus et la mise en place de navettes électriques figurent parmi les initiatives destinées à réduire la pollution atmosphérique et la dépendance aux véhicules individuels. Au-delà des énergies renouvelables, les infrastructures sont conçues pour minimiser leurs impacts environnementaux tout au long de leur cycle de vie. À travers ces initiatives, le Maroc entend allier modernité et développement durable et marquer l'histoire en organisant un mondial à l'empreinte écologique positive, le plus vert jamais réalisé. En outre, ces initiatives visent non seulement à réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi à fournir une énergie propre pour répondre aux besoins des compétitions. Le ministère sénégalais de l'hydraulique et de l'assainissement a récemment lancé un projet de dépollution de la baie de Yann, située sur la côte ouest du Sénégal. Les rejets d'eau usée provenant des et des habitations sur ces rives ont non seulement dégradé la qualité de l'eau, mais ont également nui à l'écosystème marin et à la qualité de vie des populations riveraines. Les précisions dans cet élément.
Au Sénégal, la baie de Han, autrefois considérée comme l'une des plus belles du monde, fait face depuis plusieurs décennies à des défis environnementaux majeurs. Les rejets d'eau usée provenant des industries et des habitations situées sur ces rives ont non seulement dégradé la qualité de l'eau, mais ont également nui à l'écosystème marin et à la qualité de vie des populations riveraines. Pour remédier à cette situation, le gouvernement, en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers, a lancé le projet de dépollution de la baie de Han. Le projet vise en premier lieu à améliorer la qualité des eaux de la baie, un objectif crucial pour la santé publique et la préservation de l'écosystème marin. En outre, il permettra de moderniser et de mettre aux normes les infrastructures industrielles locales qui représentent une source majeure de pollution. Les unités industrielles seront tenues de s'équiper de systèmes de pré-traitement des eaux usées, permettant ainsi de réduire leur impact environnemental. Selon le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement tchèque Tidiane Dièye, l'initiative favorise l'application du principe du pollueur-payeur grâce à la mise en place d'une nouvelle redevance d'assainissement industriel. Cette nouvelle taxe contribuera à financer les efforts de dépollution et à responsabiliser les entreprises quant à la gestion de leur eau usée. En plus de l'assainissement des eaux industrielles et domestiques, ce projet implique la mise en place d'infrastructures pour le traitement des eaux usées dans la région, qui abrite près de 80% des établissements industriels du Sénégal. Une fois mis en œuvre, ces projets contribueront à la régénération de la baie du Han et à la préservation des ressources marines, tout en favorisant le bien-être des populations locales. Le célèbre patron de Tesla a récemment fait une sortie sur le réseau social X. Elon Musk a en effet affirmé que toute l'énergie mondiale viendra du solaire lorsque l'échelle de Kardashev sera comprise. C'est une méthode théorique de classement des civilisations qui date des années 1960. Vous en saurez plus dans ce commentaire signé Léonce Sabot. Le multimilliardaire Elon Musk a fait une sortie remarquée sur le réseau social X. Dans ce post, il a affirmé que l'humanité pourra un jour obtenir l'intégralité de son énergie à l'aide des panneaux solaires. Il a en revanche précisé que pour parvenir à cette prouesse, le monde devra d'abord comprendre l'échelle de Kardashev. Une fois que vous aurez compris l'échelle de Kardashev, il deviendra tout à fait évident que la quasi-totalité de la production d'énergie sera solaire. Faites également le calcul de l'énergie solaire sur Terre et vous comprendrez rapidement qu'un coin relativement petit du Texas ou du Nouveau-Mexique peut facilement fournir toute l'électricité américaine, a affirmé le patron de Tesla. L'échelle de Kardashev est une méthode théorique de classement des civilisations qui a été proposée en 1964 par l'astronome soviétique Nikolai Kardashev. Ce classement est conçu en fonction du niveau de technologie et de la consommation énergétique de ces mêmes civilisations. Musk s'est référé à cette méthode pour affirmer qu'une surface de seulement 2,5 km² de panneaux solaires pourrait générer 3 gigawattheures d'énergie. Ceci implique qu'un déploiement ultramassif de panneaux sur une superficie assez réduite pourrait couvrir les besoins d'un pays et le rendre autonome sur le plan énergétique. Mais comme il faut s'y attendre, cette idée rencontre plusieurs défis, comme l'intermittence de l'énergie solaire en raison des variations météorologiques et du cycle jour-nuit. La solution serait donc le déploiement en parallèle et le stockage. Cependant, les technologies actuelles de batteries ne sont pas assez avancées pour un projet d'une telle envergure. À cela s'ajoute le défi de l'intégration de l'énergie solaire à grande échelle dans les réseaux électriques et la rentabilité de l'énergie excédente. Elon Musk suggère une approche systématique de la transition énergétique. Elle doit se baser sur un déploiement de panneaux solaires qui s'accompagne du développement de technologies de stockage fiables et performantes, ainsi que la création de réseaux plus résilients et flexibles. En conclusion, les déclarations du patron de SpaceX ont le mérite de relancer le débat sur les possibilités offertes par l'énergie solaire et les défis technologiques qu'elle implique.
Si l'échelle de Kardashev reste une théorie fascinante, son implication concrète pour alimenter le monde en énergie solaire nécessite une avancée significative dans plusieurs domaines. Ces défis rappellent que la transition énergétique repose autant sur l'innovation que sur une volonté collective de réinventer nos systèmes actuels. Los Angeles brûle. Le monde entier le sait, mais ignore peut-être les conséquences de ce désastre à l'échelle planétaire. Dans cet élément que nous allons suivre, nous allons vous parler des retombées néfastes mondiaux, des feux qui ravagent la cité des anges. Vivace Amana. La cité des anges s'est transformée en un véritable enfer depuis plus d'une semaine. Les feux continuent de ravager les abords de Los Angeles en Californie aux États-Unis et ne donnent aucun répit aux milliers de pompiers mobilisés sur le front. Les conséquences de ces flammes, appelées méga-feux, se multiplient partout dans le monde et deviennent plus fréquents grâce au réchauffement climatique. Au-delà des destructions locales, comme c'est le cas actuellement à Los Angeles, les méga-feux ont des conséquences mondiales. D'après les scientifiques, les premières conséquences sont sanitaires. En effet, ces fumées sont chargées de particules fines et de suie. Leur concentration est logiquement plus élevée à proximité des foyers de feu, mais leurs effets délétères peuvent se faire ressentir à plusieurs centaines de kilomètres. Ces fumées vont jusqu'à 35 km d'altitude, interagissent avec l'atmosphère et peuvent localement détruire la couche d'ozone. Les méga-feux de Los Angeles ont aussi des effets sur le climat mondial par les énormes quantités de dioxyde de carbone qu'ils dégagent. C'est un cercle vicieux car les incendies contribuent au réchauffement climatique qui en retour favorise de nouveaux méga-feux. 2025 vient à peine de commencer qu'ils ont déjà épuisé leur budget carbone de l'année. Il s'agit des 1% des plus riches de la Terre. L'information émane du comité Oxfam qui précise aussi que la moitié la plus pauvre de la planète ne devrait pas consommer son budget carbone annuel dans son intégralité. Viva Samana nous en dit plus dans ce récit. Ils sont une minorité, mais ce sont eux qui font le plus mal à la Terre. En l'espace d'une dizaine de journées, les 1% des plus riches de la planète ont déjà consommé l'équivalent de leur budget carbone pour l'année 2025. Ce triste constat est révélé par le Comité pour le secours à la famine d'Oxford, Oxfam. Ce dernier est arrivé à cette conclusion en se basant sur une base de données à partir de 2019. D'après ses calculs, une personne appartenant aux 1% des plus riches de la Terre émet 76 tonnes de CO2 par an contre 0,7 tonnes de dioxyde de carbone annuellement pour une personne appartenant à la moitié la plus pauvre. Le volume élevé de gaz à effet de serre émis par les plus riches est principalement dû à leur mode de vie. Celui-ci est essentiellement marqué par l'utilisation des jets privés ou des yachts et d'autres investissements. Le comité Oxfam précise que si tout le monde utilisait les ressources de la Terre de façon exagérée, l'on épuiserait le budget carbone annuel en 5 mois seulement. Rappelons que pour limiter le réchauffement climatique, il faut que l'humanité réduise ses émissions de gaz à effet de serre. Pour y arriver, il faudrait qu'à l'horizon 2050, que chaque personne se limite à l'émission de 2 tonnes de CO2 par an. Ainsi s'achève cette édition environnementale. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, l'information continue. Excellente semaine à tous. Green TV International, we revive the environment.